Ok les gars, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Comptoir. On se retrouve pour cette première vidéo de C'est l'actu. Première vidéo, ça va être le format récurrent comme je vous l'expliquais toutes les semaines. Et donc on se retrouve juste après le générique pour parler de tout ça. Alors, me revoilà assez vite. Va y avoir 5 news principales, je crois, de mémoire. On va parler premièrement de poulet. Alors c'est sûr que dit comme ça va pas parler forcément à tout le monde. Ne vous inquiétez pas, ça va être sympa et il y a des choses intéressantes à comprendre. Deuxième news, on va parler de l'école et des assos LGBT, notre ministre qui nous en a parlé. On va aussi parler, désolé si je regarde un petit peu à droite à gauche, c'est parce que j'ai mon ordi juste à côté avec les news, donc du coup je suis obligé de décaler mes yeux, donc vous inquiétez pas, c'est pas que je veux pas vous regarder, hein, d'accord. Troisième news, ça va être par rapport à Jean-Luc Mélenchon. Ouais, Jean-Luc Mélenchon, donc il nous parle des HLM et des gens qui vivent en HLM. Et donc, il nous explique que finalement la situation est compliquée dans les HLM, ils sont délaissés, etc. Mais finalement, le coupable n'est pas forcément celui auquel on s'attend, et on va en parler juste après. Et enfin, on fera un lien toujours avec le porno, qui nous amène vers un projet de loi qui devrait passer, en tout cas prochainement, et en tout cas c'est dans les tuyaux, sur l'interdiction des accès aux sites pornographiques pour les mineurs en France. Et donc voilà, on parlera de tout ça, de voir qu'est-ce qu'ils vont essayer de mettre en place et dans quelle mesure. Et qu'est-ce que ça pourrait impacter pour les personnes même majeures et pour l'internet de manière générale. D'accord ? Première news, c'est parti. Première news, donc c'est un article de La Tribune qui nous parle du poulet ukrainien, le poulet ukrainien qui, donc comme le titre l'article, inonderait le marché français. Moi je suis dans le poulet. Eh ben je vois rien qu'au niveau du poulet, c'est un bordel. On nous explique qu'au premier semestre 2022, les importations en France de poulet ukrainien ont augmenté de 122%. Elles risquent de croître encore plus depuis la suppression par l'Union européenne en juin des droits de douane appliqués à l'Ukraine, en menaçant ainsi l'équilibre d'une filière française déjà fragile. On nous explique que le soutien de l'Union européenne à l'économie ukrainienne risque de pénaliser la filière de la volaille de chair française. C'est le cri d'alerte lancé par une association professionnelle, l'Envol, qui estime même menacer la souveraineté alimentaire française. Pendant les 6 premiers mois de 2022, les importations en France de poulet provenant directement d'Ukraine ont en effet cru de 122% par rapport à la même période de l'année précédente. Et ce, sans compter le poulet produit en Ukraine, mais qui, étant découpé dans l'un des pays de l'UE, est importé en France comme européen, d'accord ? Donc c'est-à-dire que ça comprend même pas tout ce qui est produit transformé, un produit traiteur, etc. Ou parfois sur les barquettes où vous voyez marqué viande européenne, viande provenance UE. On nous explique ensuite que la situation risque encore de s'aggraver puisque depuis le 22 juin 2022, l'Union européenne a décidé de supprimer pendant 1 an les droits de douane et le quota limitant auparavant les importations ukrainiennes. Donc en gros, ça veut dire on ouvre les vannes, plus de limites, on importe au maximum tout ce qu'on veut et en plus on enlève les frais de douane, donc du coup c'est plus avantageux encore financièrement, donc ça va encore plus inciter les gros industriels à importer ce genre de viande. On nous explique encore que l'augmentation des importations, elle représente désormais 49% du poulet consommé en France contre 25% au début des années 2000. Donc on voit une vraie évolution de l'importation et donc de la consommation de poulet européen et non français. On nous explique également que le premier semestre 2022 a également vu l'importation de la Pologne et de la Belgique augmenter de plus de 20% et celle directement du Brésil de 181%. Donc des grosses augmentations qui ne sont pas donc que vers l'Ukraine. Pourquoi ça pose problème ? Ça pose problème en fait déjà parce que c'est des modèles de production qui sont très différents. Comme on nous l'explique, le filet de poulet ukrainien, il est 2 fois moins cher que celui du poulet standard français, donc même pas le poulet labellisé bio et compagnie, poulet standard. Et il coûte donc 4 à 5 fois moins cher ce coup-ci qu'un filet de poulet label rouge et jusqu'à 7 fois moins qu'un filet de poulet bio. Donc on a vraiment des coûts extrêmement différents et finalement ça va être compliqué pour nos agriculteurs français de faire la balance et de faire le poids vis-à-vis de ça. Ça s'explique en fait par rapport à des modèles de production qui sont différents. Déjà au niveau de la taille des élevages, une exploitation française ça compte en moyenne 40 000 volailles. Pour une exploitation ukrainienne, thaïlandaise ou brésilienne, on monte jusqu'à quasiment 2 millions de volailles, donc des élevages immenses qui sont dans des conditions, vous l'imaginez bien, déplorables, donc des animaux élevés en batterie qui ne voient jamais la lumière du jour. Ok, on va pas parler de la dernière partie sur la hausse inévitable des prix, forcément on comprend bien que nous également on est impacté par les coûts
de l'alimentation pour ces animaux qui coûtent plus cher, l'augmentation des prix d'électricité, etc. Donc de toute façon, même nous, nos coûts français de production sont plus chers, donc nos prix vont augmenter, donc ça va encore plus créer un déséquilibre et une concurrence déloyale. D'accord ? On va mettre ça en perspective avec autre chose, parce qu'on pourrait se dire, ok, c'est la faute de l'Union européenne, c'est la faute du fait qu'on importe et qu'on favorise pas notre production française. Effectivement, c'est le cas, mais on voit effectivement que finalement, même la demande va vers ce genre de produits. D'accord ? Donc c'est nous, en tant que consommateurs, qui également allons vers les produits européens bas de gamme qui ne valent pas cher et qui ne sont pas de bonne qualité. On est tous, je l'imagine, d'accord pour dire qu'on veut favoriser la production française, les élevages de qualité, on est tous fiers finalement de notre production. Le problème, c'est que la majorité des Français n'ont pas le pouvoir d'achat pour. On veut tous acheter de la viande, mais on peut pas se permettre d'acheter du poulet à 30-40 euros du kilo, donc on se rabat vers du poulet à 10-15 euros du kilo. En plus de ça, des gens voient difficilement finalement la différence entre les deux. Ils vont voir un filet de poulet à 10 euros du kilo où il y a marqué poulet élevé, poulet fermier, poulet élevé en plein air, et à côté on voit un poulet label rouge ou un poulet bio qui va être 3, 4 fois, 5 fois plus cher, et finalement ils vont se dire qu'il n'y a pas une grande différence entre les deux, ils voient pas trop l'intérêt de payer aussi cher pour finalement un produit qui leur semble similaire. Donc en fait, il y a un vrai problème de consommation. On est d'accord pour faire mieux, mais on n'a pas les moyens et on n'en voit pas spécialement l'intérêt, donc on se tourne finalement quand même vers les produits les moins chers. Donc ne rejetons pas non plus que la faute sur l'Union européenne et la législation, même si ils en font partie parce que ils détruisent finalement et créent un déséquilibre vers nos éleveurs français, mais en tant que consommateur, on est aussi responsable de ce déséquilibre-là. S'il y avait plus de demande vers ces produits peu chers, on arrêterait de les importer. Mais vu que la demande augmente, on continue de le faire encore plus. Et finalement, après, la demande pour nos éleveurs français et les produits de qualité diminue, ou en tout cas ne représente qu'une petite partie de nos consommateurs. Nos consommateurs, il n'y aura que les plus aisés qui finalement pourront se permettre de se tourner vers ce genre de produits. Ou alors ceux qui vraiment mangent de la viande occasionnellement et favorisent vraiment la qualité plutôt que la quantité. Là où une majorité d'entre nous finalement mange de la viande tous les jours et donc ne peuvent pas se permettre d'acheter 100 grammes de poulet pour 10 euros. D'accord ? Ça nous amène vers le deuxième article, qui est un article de F de Souche. Alors je crois que c'est un article de Marianne qui a été republié par eux. Mais on va parler de ça parce que ça fait un lien. On nous parle de la volaille française et on nous explique que c'est la fin à venir des labels de qualité comme le label rouge qui font de l'ombre au lobby industriel. La Commission européenne va changer les règles avec l'aval de l'Elysée. On nous explique que donc la filière de la volaille, c'est une filière qui obéit à des normes de production drastiques en France, on parle. Un niveau d'exigence spécifique à la France, obtenu au terme d'un combat mené durant des décennies par des éleveurs soucieux de se distinguer de la filière industrielle et de ses horreurs. Effectivement, on a depuis des années voulu mettre l'accent sur la qualité des produits. On a mis en avant les désastres qu'étaient les élevages intensifs où les poulets étaient élevés en batterie sans voir jamais la lumière du jour, etc. Donc les éleveurs français ont voulu mettre l'accent sur des élevages de qualité. Le problème, c'est que maintenant, la Commission européenne nous propose un projet de nouvelles normes qui prévoit d'annuler le caractère obligatoire de la réglementation actuelle en rendant facultatives les contraintes liées à l'élevage en plein air et en liberté. Et donc on apprend qu'à partir de février 2023, si la Commission ne revient pas sur sa décision, on va avoir tout opérateur européen qui pourra user de mentions non réglementées pour étiqueter sa production. Ça veut simplement dire qu'en fait, sur les produits qu'on achètera, on pourra voir affiché poulet des champs, volaille de plein vent ou poulet à l'air libre, alors qu'en fait, ça ne correspondra à rien. Ce seront des termes marketing, mais qui correspondent pas à des vraies conditions d'élevage, à une vraie qualité, comme le label rouge, lui, par contre, implique une charte à respecter et auquel on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc c'est comme si, imaginez, vous voyez un produit où il y aurait marqué bio dessus, alors qu'en fait il est absolument pas bio, c'est juste un terme marketing, d'accord ? Donc ça va devenir très dangereux, parce que si on ne sera pas en tant que consommateur vigilant aux produits qu'on achète, on verra poulet en plein air, on achètera, et puis on fera même plus attention et on comprendra encore moins la différence de prix. Là je vous l'expliquais tout à l'heure sur l'Ukraine, on a déjà du mal à comprendre la différence entre un poulet à 10 euros du kilo et un poulet à 20 euros du kilo, alors qu'il y a marqué poulet fermier dans les deux cas, ou quoi que ce soit, ou c'est juste des blancs de poulet, on voit pas trop de distinction entre les deux. Là en plus on aura deux poulets qui seront marqués élevés en plein air, et en plus de ça il y en aura un qui sera 2 à 3 fois plus cher que l'autre, donc on aura encore moins d'explications, et on se dira que finalement c'est la même qualité, c'est juste que potentiellement il y en a un qui
gonfle plus ses prix ou des choses comme ça, mais ça va encore plus impacter parce qu'on verra finalement deux qualités similaires, en tout cas en termes de marketing, alors que la réalité est tout autre. Donc ça va être encore plus dramatique pour nos éleveurs français. Et on se rend compte en plus que déjà près de 90% de la volaille servie en restauration collective, que ce soit cantine scolaire, EHPAD, etc., est issue de l'importation. Donc on a déjà une écrasante majorité. Ce qui est normal, c'est du collectif, donc ils cherchent à limiter les coûts, donc ils se tournent vers le moins cher. Mais ça va sûrement tendre vers ce genre de choses-là également chez les consommateurs particuliers. Si rien n'est fait pour améliorer ça, si notre pouvoir d'achat ne s'améliore pas, si les salaires ne sont pas revus à la hausse, et si finalement on continue de favoriser l'importation de ces produits-là sans mettre de limites, on va finalement finir par complètement perdre notre souveraineté alimentaire. Nos éleveurs de volailles vont pas avoir d'autre choix, soit que de revenir sur des élevages intensifs, mais dans ce cas-là, on va de nouveau les dénoncer et ça va reprendre des problèmes, soit finalement finir par disparaître et ne plus pouvoir faire leur activité. Et je pense que nos agriculteurs n'ont pas besoin de ça, hein. Ils sont déjà bien en difficulté, on n'a pas besoin de leur rajouter des problèmes. La majorité des gens, finalement, déjà ne font pas spécialement attention à ce qu'ils mangent et à ce qu'ils achètent, hein. La plupart des gens prennent des produits transformés, tout faits, etc. Et en plus de ça, finalement, même s'ils voulaient bien faire, s'ils n'ont pas les moyens, ils font avec ce qu'ils peuvent. Et donc, on se retrouve avec ces problématiques-là. Donc, c'est vraiment des choses à surveiller. Si on en a les moyens, bien sûr, continuer de consommer de la viande de qualité. Essayez peut-être de réduire ces sources de protéines animales et trouver d'autres sources de protéines pour pouvoir compenser un petit peu. Si vous faites du sport également, il y a forcément tout ce qui est complément alimentaire type whey protein qui permet parfois, finalement, au rapport quantité de protéines pris au kilo, ça permet des fois d'avoir des choses intéressantes. Et plutôt que de prendre 200 grammes de poulet en plus, prenez-vous un shaker de whey, et puis comme ça compensera. Voilà. Mais n'abandonnez pas la viande non plus, elle apporte d'autres choses qui sont importantes. D'accord ? Allez, on passe là-dessus, et on passe à la news numéro 2, donc qui va être sur les LGBT à l'école. Ok, donc on se retrouve donc pour une autre vidéo. C'est la vidéo de notre ministre de l'Éducation, Monsieur Pap Ndiaye, qui nous explique qu'il souhaite une école accueillante pour les élèves LGBT et une école accueillante pour tout le monde. Donc on regarde cette vidéo et on en parle juste après. Vous parlez de l'accueil des élèves LGBT dans nos établissements scolaires. C'est quelque chose de tout à fait essentiel. Tous les élèves doivent être bien accueillis. Bon, là-dessus on est d'accord. Tous les élèves doivent être bien accueillis, effectivement. L'école, ça doit être un lieu d'apprentissage. On n'est pas censé faire de distinction entre les gens. L'école, c'est un lieu d'apprentissage, donc on est d'accord là-dessus. C'est un endroit où tout le monde doit être bien accueilli, effectivement, dans les mêmes conditions, et où les enfants, de toute façon, sont là pour apprendre. Et on est là pour transmettre leur savoir pour qu'ils puissent être dans de bonnes conditions vers l'âge adulte. Donc là-dessus, pas lui reprocher, effectivement, il doit être bien accueilli. Nous mobiliser contre toutes les formes de harcèlement que les élèves LGBT peuvent subir. Bon, là déjà, ok, le thème c'est les élèves LGBT, donc effectivement il parle de ça. Alors pourquoi toujours parler des discriminations pour les LGBT ? Il n'y a pas que les élèves LGBT qui sont source de discrimination, il y a les discriminations sociales. Combien d'entre vous peut-être se sont fait moquer au collège ou au lycée parce que vous aviez pas les dernières chaussures à la mode, parce que vous aviez un pantalon qui était troué, parce que vous aviez pas le sac Eastpak, etc. Les discriminations, il y en aura sur tout et tout le temps, surtout à des âges comme le collège, on se moque de tout et n'importe quoi. Donc je vois pas trop l'intérêt de toujours mettre l'accent sur les LGBT. À la limite, ok, ça fait partie des discriminations, donc on va le laisser en parler. Un observatoire LGBT dans chaque académie pour former et pour sensibiliser. Il y a désormais dans les collèges des élèves ambassadeurs, il y a des adultes référents que nous allons spécifiquement former sur les questions LGBT. Donc là, il nous explique qu'ils sont en train de mettre en place une sorte d'observatoire où il y aura des référents, des élèves déjà, à voir. Et là encore, il nous parle aussi d'enseignants. Je croyais que les enseignants étaient là pour enseigner justement leur matière. Il me semblait pas qu'ils étaient là pour parler de la sexualité et des LGBT. Je pense que la tolérance, elle s'apprend de toute façon par l'apprentissage. Si on est bien éduqué, si on nous apprend bien les choses, on est censé de toute façon ne pas finalement harceler les gens, ne pas être discriminé, en tout cas ne pas aller jusqu'à ce que ça devienne du harcèlement de masse, de meute, etc. Donc voilà, qu'est-ce que les élèves et qu'est-ce que les professeurs ont à voir là-dedans, je pense que c'est un petit peu secondaire. Préparons la journée du 17 mai, la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Et puis d'une manière générale, je serai au premier rang pour sensibiliser la communauté éducative à ces questions et à la lutte contre toute forme de violence verbale ou physique que les élèves LGBT peuvent subir. Une école plus accueillante pour les élèves LGBT, c'est une école plus accueillante pour tout le monde. C'est bien dans cette direction que nous allons. À la semaine prochaine.
On se rend compte qu'on a des élèves qui arrivent en collège voire au lycée qui savent toujours pas lire ni écrire correctement. Donc je pense que l'accent il devrait plutôt être mis sur l'apprentissage et l'éducation, c'est le rôle principal de l'école, plutôt que sur ce genre de choses. Si un prof passe 1 heure de son temps à parler des discriminations LGBT, de la transphobie, etc., c'est du temps finalement entre guillemets perdu sur de l'apprentissage réel. On voit que tous les élèves perdent du niveau d'année en année, on devient catastrophique en maths, en français, etc. Je pense que c'est plus négatif pour leur évolution future que finalement bien comprendre les LGBT. Si vous voulez un élève qui sort et qui arrive en études supérieures, qui fait des fautes d'orthographe à tout va, qui parle pas bien français, qui sait pas lire correctement, s'exprimer à l'oral, et qui en plus de ça sait pas faire un calcul simple, je pense qu'il va avoir plus de mal à faire ses études supérieures et à rentrer dans le marché de l'emploi. Donc là encore, je pense qu'on met l'accent sur des mauvaises choses. Effectivement, on est là pour lutter contre les discriminations. Ça, c'est sûr, on est tous d'accord là-dessus. Les discriminations de toute façon de manière générale, que ça soit raciste, à discrimination sexuelle, etc. Mais ça a pas trop lieu d'être, d'accord. Les professeurs et les enseignants sont là pour nous apprendre, nous enseigner, d'où le nom enseignant. Ils sont pas là pour faire la promotion de certaines idéologies, notamment l'idéologie LGBT, parce qu'on est d'accord que c'est pas juste pour défendre les droits à la sexualité, à l'indépendance de chacun, c'est quand même un lobby qui a une certaine action politique, d'accord. Il est là pour faire des pressions politiques, pour mettre en avant certaines choses, donc c'est pas simplement c'est pas objectif tout ça, d'accord. Ensuite, nos enfants, ils sont censés être éduqués en partie par leurs parents, d'accord. Le respect c'est inculqué par les parents, la tolérance c'est inculqué par les parents, l'éducation c'est fait par l'école mais aussi par les parents. Donc finalement, est-ce que là encore l'école essaie pas de s'immiscer dans le rôle des parents? Alors peut-être vous allez me dire effectivement que des parents ont délaissé leurs enfants et ne les éduquent plus, c'est le cas, mais est-ce que c'est vraiment à l'école et aux enseignants de reprendre tout ça, ou est-ce que c'est aux enseignants de se dire oh non les parents ne savent pas éduquer leurs enfants, moi en tant qu'enseignant je sais mieux que les parents, et donc c'est moi qui vais me charger de leur faire leur apprentissage, et je vais même rétablir l'apprentissage que les parents ont fait, parce que les parents leur ont appris les genres, leur ont appris l'identité, ce qu'était un garçon qu'une fille, et moi je vais leur remettre ça en cause et leur dire que non vos parents disent des bêtises, moi je sais mieux que eux, et donc je vais vous apprendre la vérité, on va voir que c'est pas forcément la même pour tout le monde. On va passer sur un article qui reparle de tout ça. On nous explique que Mathieu, un enseignant, a monté des actions contre les LGBT-phobies dans son établissement qui ont remporté un certain succès, mais sans le moindre début de soutien de sa direction. Le pauvre Mathieu, enseignant, essaie de mettre ça en place, mais personne n'est là derrière lui. Et pourtant, sa direction a pourtant su par la suite se gargariser de son investissement en faveur de la tolérance. Et oui, effectivement, la direction en a rien à faire, c'est sûr, mais le jour où on en parle et où ça devient finalement médiatique, comme il y a eu l'affaire du pauvre enfant là qui s'est suicidé apparemment notamment par rapport à du harcèlement dû à son homosexualité, et là ça devient médiatique, on a envie de se faire bien voir, et donc là la direction veut mettre en avant et dire regardez, nous on fait des actions, on est des bonnes personnes, on met ça en place, et donc là effectivement il se gargarise là-dessus. On peut pas lui reprocher à ces professeurs qui dénoncent l'hypocrisie de ces directions et de ces établissements, mais c'est l'hypocrisie finalement de toute cette propagande là, c'est pour la majeure partie soit pour se faire de l'argent, soit pour se faire bien voir, mais ça cache souvent d'autres choses, croyez pas que c'est c'est des bons samaritains, c'est pas la Vierge Marie, d'accord. Il nous explique qu'il a jamais pensé qu'on pouvait changer le monde et rendre des enfants souvent brisés par le discours de leurs parents meilleurs en un instant. Donc on retrouve ce que je disais juste avant. Il nous explique que des enfants qui sont brisés par le discours de leurs parents, donc il remet en question ce que les parents font, et lui en fait arrive en tant que sauveur de l'humanité et vient nous expliquer ce qui est important finalement pour les enfants, que lui il sait mieux que les parents, et ce que les parents ont inculqué, finalement c'est des inepties, c'est même dangereux, ils ont même brisé les enfants. Vous vous rendez compte, c'est les parents qui brisent les enfants. C'est quand même assez fort ce qu'il dit et assez catastrophique. Il explique que son projet doit s'inscrire dans la durée, il doit jamais être loin de l'esprit et pouvoir être réveillé par les circonstances, il doit être concret et porteur de sens pour l'avenir. Je suis pas sûr que son projet de promouvoir les LGBT soit concret et porteur de sens pour l'avenir. Je pense que ce qui serait concret et porteur de sens pour l'avenir, que Mathieu, cet enseignant, il se concentre finalement sur la matière qu'il enseigne et qu'il enseigne bien à ses élèves. Je pense que bien apprendre à ses élèves et bien les former, ça aura plus de sens pour l'avenir et pour leur éducation future, pour leurs études et pour leur avenir professionnel et dans leur vie. Donc voilà, je pense que Mathieu se trompe un peu de cheval de bataille et a pris finalement la mauvaise direction. On nous explique ensuite, et on va se terminer là-dessus pour cette partie-là, qu'il est devenu prof pour défendre, pour lutter auprès des victimes, pour être là et ne jamais abandonner. Il s'est investi et le système l'a broyé. Donc Mathieu regrette et est très triste d'être devenu professeur. Mais pour quelle raison est-ce qu'il est devenu professeur? Il nous l'explique, c'était pour défendre,
pour lutter auprès des victimes et pour être là et ne jamais abandonner. Donc Mathieu, je pense qu'il s'est trompé de carrière, d'accord? Il aurait pas dû être professeur, il aurait dû être membre d'une association de défense des droits de l'homme, de défense des LGBT, ou de quelconque cause qui lui tient à cœur, mais un professeur, il est là pour enseigner. Mais il n'est pas là pour lutter auprès des victimes, il n'est pas là pour défendre, etc. D'accord, Mathieu, si tu veux défendre et lutter auprès des victimes, tu t'es trompé d'endroit, ne deviens pas professeur. Professeur, c'est du transmission de savoir, de l'apprentissage et former les élèves, d'accord? Donc Mathieu, désolé, c'est un non, tu t'es trompé. Tu t'es trompé de rêve, Harry. Tu t'es trompé de rêve, Harry. Ne vous pensez pas sauveur de l'humanité, faites pourquoi vous êtes embauché, pourquoi vous êtes payé, mais venez pas amener des idéologies qui n'ont rien à voir là-dedans, surtout que c'est des enfants qui sont parfois en bas âge, d'accord? Donc quand on parle de sexualité, etc., si c'est au collège, lycée, à la limite c'est une période de laquelle les gens et les enfants se posent des questions. Si c'est très jeune, comme on va le voir juste après, c'est un peu plus problématique, d'accord? Une news, c'est dans la même thématique. À Bordeaux, un atelier de maquillage pour enfants animé par une drag queen suscite une nouvelle polémique, d'accord? Bon, jusque-là ok, déjà on peut tiquer un petit peu. On apprend que du coup, dans le cadre du mois de la petite enfance organisé cette année sur le thème de l'égalité filles-garçons, bon d'accord, c'est le thème de l'année, l'égalité filles-garçons, c'est peut-être apparemment le sujet central pour les enfants. Des enfants de quel âge? On va le voir juste après. À Bordeaux, donc 3 ateliers de maquillage sensoriel. Bon, on peut s'arrêter sur le terme maquillage sensoriel. Ça fait appel à quel sens le maquillage sensoriel? Est-ce que le mec te maquille et en même temps te fait un petit peu d'ASMR dans les oreilles? Ou alors peut-être qu'il te caresse en même temps? Je ne sais pas, faudrait définir la notion de sensoriel, d'accord? On va se limiter à maquillage à la limite, ou sinon on va dire que le fait d'appliquer du maquillage sur le visage, c'est déjà sensoriel. Bon, on va s'arrêter là. Et ils sont proposés donc aux enfants à partir de 18 mois et jusqu'à 4 ans, donc des bébés et des jeunes enfants qui sont à peine en âge d'aller à l'école. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on les maquille. Souvent, le maquillage, on essaie de le limiter sur les enfants, que ce soit des jeunes garçons, des jeunes filles. On dit, arrivé à un certain âge, tu peux commencer à te maquiller, sinon pas trop. Là, c'est-à-dire qu'ils sont à peine nés que, allez, maquille-toi, c'est cool. Non, normalement, on essaie de limiter. Les produits qu'on se met sur la peau, c'est pas toujours bon pour la santé. Donc, déjà, rien que par rapport à l'âge des enfants, ne serait-ce que la notion de maquillage est déjà pas top. Si on enlève déjà le côté sensoriel, le côté drag queen et compagnie. Donc, il y a déjà une petite problématique là-dessus. Donc, la drag queen, qui s'appelle Serge, explique que depuis qu'elle est toute petite, elle, on précise bien, elle adore se maquiller. D'accord, donc c'est sa passion, chacun ses centres d'intérêt, elle a le droit, il a le droit, je ne sais pas, mais elle a le droit. Ce sera plus simple. Il fera une démonstration devant les enfants à la bibliothèque Mériadec, d'accord? Donc ils font du maquillage à la bibliothèque, pourquoi pas. C'est une initiative qui est défendue par la mairie écologiste. Bon, là encore, est-ce qu'on est surpris? Pas trop, ça va souvent de pair, hein. L'écologie, etc. Apparemment, sauver la planète, ça passe par le maquillage. C'est important, parce qu'on sait tous que le maquillage, c'est bon pour la planète, hein, d'accord? Donc maquillez-vous, c'est bien, c'est une action éco-responsable. Et tout ça permet de lutter contre les stéréotypes de genre. Et oui, parce que les enfants de 18 mois à 4 ans, ils sont souvent atteints par les stéréotypes de genre, et effectivement, c'est très mauvais d'expliquer à un enfant de 3-4 ans qu'il est un garçon ou qu'il est une fille. Effectivement, c'est dramatique, c'est délétère pour lui, et ça risque d'amener des vrais problèmes par la suite, hein. Si un garçon considère qu'il est un garçon, aïe aïe aïe, dès 4 ans, ça va être dur. Donc effectivement, il faut très très vite arriver là-dessus, et commencer tout ça. On a une petite photo d'ailleurs sur Twitter qui nous explique, voilà, on voit Serge, hein, là juste ici. Donc voilà, Serge, mais une très belle dame en jupe avec une belle moustache. Là encore, ça va lutter contre les stéréotypes de genre, ou alors est-ce que ça va plutôt perturber un enfant de 3-4 ans qui comprend pas pourquoi il voit une personne qui peut ressembler un peu à sa maman, mais qui se retrouve avec des poils aux pattes et de la moustache. Alors, peut-être qu'il va penser que c'est comme sa grand-mère qui pique quand elle lui fait des bisous, mais sinon, il va peut-être se poser des questions, et ça va peut-être plus le perturber qu'autre chose. Après, je sais pas, peut-être que je suis transphobe, mais moi, ça me pose des questions, d'accord? Je pense que c'est des enfants qui sont en pleine construction, et le fait que, déjà, on les maquille si jeunes, c'est problématique. Le fait que ça soit une drag queen, c'est encore plus bizarre, parce que le mouvement de drag queen, bon, c'est un mouvement qui est artistique, qui est quand même lié à une certaine sexualité, souvent, mais qui est pas forcément destiné aux enfants. Enfin, je comprends pas trop ce que ça a à voir là-dedans. C'est pourtant récurrent, hein, qu'on voit ce genre de choses, des ateliers organisés par les enfants. Il y avait un article en décembre à Bordeaux toujours, ils ont organisé un cabaret pour les enfants avec une drag queen. Alors déjà un cabaret pour des enfants qui avaient entre 0 et 3 ans, un peu bizarre, hein. J'aurais pas idée de montrer Patrick Sébastien à mes enfants de 3 ans. Et en plus de ça, on y met une drag queen, donc là encore en cabaret, j'imagine que c'était un show, là encore.
c'est souvent un petit peu à caractère sexuel, etc. C'est un petit peu bizarre. Je comprends pas pourquoi on fait toujours ça vers les enfants. Alors, est-ce que c'est drag queen qui demande à aller vers les enfants? Je ne sais pas, j'irai pas jusque-là. Mais je me pose la question, voilà, est-ce que c'est une initiative des municipalités qui pensent que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est les associations de drag queen qui le proposent? Moi, je dis ça, je dis rien. Je me pose les questions tout simplement. Ok, allez, on va passer à la troisième news et on va donc parler de Jean-Luc Mélenchon qui nous parle des HLM. On va regarder un extrait du coup de la vidéo et on en reparle juste après. J'ai connu la période où quand on arrivait dans une cité HLM, les gens étaient heureux d'y aller parce que c'était les ouvriers agricoles qui n'avaient jamais eu un appartement à soi, avec des chambres séparées pour les parents, les enfants, avec le chauffage dans la maison, avec les toilettes dans la maison. Ok, on va faire la pause là-dessus. Là, c'est intéressant ce qu'il dit, parce qu'il explique effectivement que lui, il a connu une époque où les ouvriers étaient ravis d'habiter dans des HLM, que effectivement, et ça c'est une réalité, c'est vrai, à l'époque où ça a été construit, toutes ces bars HLM des années 60-70, aujourd'hui on trouve ça dégueulasse, on trouve que ça ressemble à rien, que c'est pourri, etc. À cette époque, il y avait encore beaucoup de gens qui déjà vivaient tous dans une même pièce, ou alors ils dormaient tous dans la même chambre, il n'y avait pas de chambre pour tout le monde, et là c'était la première fois qu'on avait une chambre pour les parents et une chambre pour chaque enfant, plus un salon, plus une salle à manger, etc. Le chauffage collectif, chauffage intégré, ça c'était non plus du jamais vu, les gens se chauffaient comme ils pouvaient avec des poêles, etc. Mais ils avaient pas forcément du chauffage collectif à disposition. Les toilettes et sanitaires, là encore, c'était pas pour tout le monde, on l'oublie, mais tout le monde n'avait pas de douche ou de toilettes privées, d'accord? Il y avait soit des toilettes qui étaient finalement collectifs, un peu sur les paliers, etc. Soit il fallait aller dehors pour aller aux toilettes, soit les douches, il n'y en avait pas, il fallait aller dans des douches collectives, d'accord? Donc là, tout devenait individuel. Donc c'était vraiment, et c'est une réalité, c'était le confort moderne ce qu'ils avaient, d'accord? Donc c'était pas on les foutait dans des bars HLM pourris, non, ils se retrouvaient dans des logements modernes avec de l'isolation qui n'existait pas à l'époque, alors que pourtant ça commençait justement dans ces endroits-là. Ne vous inquiétez pas que les gens à la campagne, dans leur vieille maison en pierre, l'isolation ils connaissaient pas, les courants d'air par contre ils connaissaient. Les gens étaient heureux d'être là. Alors comme les bâtiments étaient neufs, on n'a pas eu le temps de se rendre compte à l'époque que c'était tout moisi et ainsi de suite. Donc ce n'est pas vrai que tel ou tel lieu est condamné à être comme il est. C'est parce qu'on l'abandonne ou parce qu'on décide que les gens qui sont dedans ne méritent pas mieux. Parce qu'on méprise leur travail, parce qu'on méprise leur vie. Les riches sont responsables du malheur des pauvres. Voilà la vérité, celle qu'il faut dire. Alors, on va reprendre ce qu'il a dit. Bon, déjà, il parlait de l'accès à la culture, des infrastructures, de l'alimentation qui était compliquée. Alors, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Bon, j'ai toujours grandi à la campagne, ok, mais j'ai travaillé dans le logement social pendant 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai travaillé chez un bailleur HLM, et donc je faisais la location des logements HLM. Donc j'ai pu voir notamment des grosses résidences typiques, années 60-70, 15 étages, dégueulasses. Bref, le cliché du HLM. Il nous explique qu'il n'y a rien pour ces gens-là. C'est faux, c'est complètement faux. Il n'y a pas un endroit où il y a plus de choses qui sont mises en place que là-bas. Franchement, quand on habite à la campagne, et vous serez tous d'accord avec moi, il n'y a rien qui est mis en place. Il n'y a pas d'infrastructure, non, il y a un terrain de foot à la limite, et encore, on va avoir finalement pas grand-chose pour jouer, il n'y a pas d'accès à la culture non plus, il faut faire 15 ou 20 bornes pour avoir le premier petit cinéma du coin, il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a rien à faire, et il n'y a rien qui est mis en place pour avoir des activités. Dans les HLM et dans ce genre de résidence, pour y avoir travaillé, effectivement, il y a des ateliers qui sont mis en place très fréquemment sur plein de thématiques différentes, il y a des distributions de nourriture gratuite qui sont mis en place par les associations, on met accès des ordinateurs, ce genre de choses, on fait de la distribution de vêtements, on organise des spectacles, des choses comme ça, c'est des choses qu'on voit jamais à la campagne, d'accord? Donc dire qu'il n'y a pas de choses qui sont mises en place, c'est faux. Franchement, il y a beaucoup d'argent qui est balancé dans ces endroits-là pour justement créer de l'occupation, créer de l'activité, parce qu'on veut justement essayer de leur montrer qu'on est là et éviter les dégradations. Les dégradations, justement, on y vient. Jean-Luc Mélenchon nous explique que c'est parce qu'on les a considérés, finalement on les a laissés à l'abandon, ces gens-là, et que c'est les riches qui ont décidé de pourrir finalement les logements et de laisser pourrir les HLM. Donc si les HLM sont nuls et invivables, c'est la faute des riches. Et oui, sauf que non. Parce que moi, pour y avoir travaillé, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on voit déjà que, effectivement, parfois, selon les résidences et selon qui gère les résidences, c'est pas entretenu de la même manière. Oui. Alors, est-ce que c'est la faute des bailleurs? Est-ce que c'est la faute de ces gens-là? Je suis pas tellement sûr. C'est plutôt qu'il y a des bailleurs qui, au contraire, vont essayer de faire encore plus pour compenser la dégradation qui est mise en place par les gens qui sont finalement dedans. Il y a bien sûr des gens qui vivent tranquillement et qui veulent juste être tranquilles. Mais la réalité de ces endroits, c'est que il y a les tags,
il y a les gens qui pissent dans les halls, dans les ascenseurs, tout est dégradé. Il y avait une résidence moi où je travaillais, il y avait un parking souterrain à la base, et pour vous dire, le parking souterrain était condamné depuis 2 ans parce que en fait il y a des filles qui s'étaient faites violer, des viols collectifs dans ce parking-là, donc ils ont pas eu d'autre solution que de condamner le parking. Je suis pas sûr que ça soit des riches, hein. Je suis pas sûr que ce soit Didier, mon banquier, qui soit allé choper une gamine et la faire tourner dans le parking. Après peut-être que Jean-Luc Mélenchon a des infos que moi j'ai pas, qu'on oublie peut-être, mais Jean-Luc Mélenchon critique les riches, on n'oublie pas que Jean-Luc Mélenchon est millionnaire, d'accord? Donc peut-être que c'est lui, finalement, qui vient dégrader les HLM. Je pense que c'est peut-être bien Mélenchon et sa clique qui débarquent tous les soirs pour vendre du shit à l'entrée des immeubles et finalement pour venir dégrader. En gros, c'est débile d'accuser les riches là-dessus, d'accord? Les riches, ils viennent pas dégrader ce genre de choses. Peut-être qu'ils viennent un peu, consommer, ça c'est possible, ce qui se vend là-bas, les produits locaux un petit peu consommés dans les HLM. Mais par contre, c'est pas eux qui sont responsables, d'accord? Les responsables, c'est multifactoriel, d'accord? Il y a finalement la société de victimisation qui nous fait dire que c'est pas de leur faute, que c'est eux les pauvres victimes, et donc ça leur donne encore plus envie de se rebeller et de montrer qu'ils sont pas contents de là où on les a mis pour obtenir mieux. Donc déjà il y a ça, et ensuite la culture urbaine, culture rap qui fait que finalement on veut se faire gangster, on veut montrer, et donc finalement on va tourner parfois vers des petits délits, des choses comme ça. Donc ça c'est une réalité aussi, hein, combien faisaient des tours de motocross à fond, combien vendaient du shit en bas des immeubles, etc. Donc il y a un peu cette notion de culture de c'est la street quoi, c'est les HLM. Il faut montrer qu'on est dedans. Donc il y a ça aussi qui joue. Il y a aussi le fait que ces gens finalement ne se sentent pas liés à la société, et donc quand tu te sens pas lié à la société et là où tu habites, et en fait tu le délaisses. Qui a envie de pisser dans son logement? Personne normalement, à part quelqu'un de malade. Mais eux, comme ils se considèrent pas chez eux finalement, ils le font. Et ils se disent que peut-être que quelqu'un ramassera, ou au pire, que ça fera une bonne excuse pour dire que leur logement est pourri et que c'est pas bien là où ils sont. Donc je pense que Jean-Luc s'est un peu trompé de cible. Il tape un peu sur les riches, sauf que la réalité est tout autre. Bien sûr, il n'y a pas qu'un seul facteur, tout est pas tout noir, tout est pas tout blanc. Ça dépend des endroits et de beaucoup de choses, mais en tout cas, il se trompe de cible. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont mises en place dans ces endroits-là. Ils sont quand même près de grandes villes en général, donc il y a beaucoup de choses à faire, et ils sont pas délaissés. Croyez pas ça. S'il y a bien des endroits qui sont délaissés, c'est plus les campagnes et les zones où finalement il n'y a rien à faire et à voir. Alors, là on va parler de la France qui va bloquer l'accès aux sites pornographiques pour les mineurs. Donc de quoi on va parler là actuellement? En fait c'est qu'en France, on va mettre en place apparemment un dispositif de certification de l'âge afin de bloquer l'accès aux sites internet pornographiques pour les mineurs. Les détails de ce dispositif doivent être présentés dans la semaine pour une mise en place dès septembre. Donc ça devrait arriver prochainement, ils sont en train de réfléchir à comment le mettre en place et avec quelles mesures. La certification de l'âge doit passer par une attestation numérique dont les détails techniques ne sont pas encore finalisés. Donc vous voyez, ils sont encore en étude de ce qu'ils vont faire. Le but sera de préserver l'anonymat de l'internaute du point de vue des sites internet, parce que ça c'est quelque chose d'important et on va parler juste après. En Louisiane, un état du sud des États-Unis, une loi oblige depuis le 1er janvier à présenter une copie d'une pièce d'identité pour accéder justement à ce genre de site-là. Si l'objectif de rendre plus difficile l'accès à la pornographie pour les mineurs est largement partagé, les divers projets de mise en place d'une vérification de l'âge dans le monde se sont heurtés à la question de la protection des données personnelles, parce que finalement ça va être un peu ça le nerf de la guerre, et ce qui va nous intéresser nous en tant que personnes majeures. Bon, déjà on va se demander, cette mesure en tant que telle, c'est une bonne chose. Est-ce que ça va vraiment fonctionner? C'est pas sûr. Mais effectivement, on le sait tous, l'accès au site porno est beaucoup trop simple. Il suffit de cliquer sur oui, j'ai 18 ans pour y aller, etc. Même si t'as 10 ans, ça passe. Donc si on met des mesures pour que ça soit un peu moins mis en avant, ou pour toi que ce soit plus difficile d'y accéder, c'est pas plus mal. Le problème, ça va être selon comment ça va être mis en place. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose dont je voulais parler, c'est qu'on parle des sites pornographiques, mais on parle pas suffisamment finalement des réseaux sociaux et de ce que j'appellerais le soft porn. Quand on pense à TikTok, Instagram, etc. Ou à longueur de journée, vous voyez des nanas à moitié dénudées en train de twerker, de faire des danses, etc. qui sont soit en bikini, s'affichant sous-vêtements, en truc à moitié transparent. Bref, ce genre de choses va aussi finalement attirer l'œil des plus jeunes, et pas que des plus jeunes, mais va attirer l'œil et va parfois mener après vers d'autres contenus, surtout que ces nanas-là, souvent dans leurs liens ensuite, mettent en description un OnlyFans, un mime, ce genre de choses. Donc finalement, elles font pas que du contenu TikTok qui est censé être pour tout public, d'accord? Donc il y a aussi cette notion qui est super importante et qui est encore plus mise en avant pour les enfants, parce que les sites pornographiques, encore, il faudrait cliquer pour le nom, chercher le nom du site, etc. Là, un gamin de 12-13 ans, voire moins qui est sur TikTok ou sur Instagram, va tomber sur ce genre de contenu et va commencer finalement à être
attirés par ce genre de choses. Je suis pas sûr que ça soit bénéfique, que ça soit pour un enfant ou pour un adulte, ça amène de gros problèmes. Mais effectivement, je pense que s'il y a une grosse problématique déjà du soft porn, et voir qu'il faudrait peut-être faire des actions là-dessus. Mais là encore, est-ce que ces actions, elles doivent venir du gouvernement et passer par des interdictions, ou est-ce que ça doit venir tout simplement finalement des parents, d'accord? Est-ce que c'est pas aux parents que revient la tâche qui est sûrement très difficile avec les réseaux sociaux omniprésents, mais de limiter l'accès pour leurs enfants à ce genre de plateforme. Donc je pense que c'est plutôt le rôle des parents, mais là encore l'État vient remplacer les parents et vient mettre des mesures pour prendre cette charge-là. Le problème c'est que cette charge, on va le voir, va sûrement nous impacter tous par la suite sur d'autres sites notamment, parce que là encore la vérification de l'âge, ça va tous nous concerner, hein. Si quelqu'un veut aller sur un site pornographique, s'il a 22 ans, il va falloir qu'il confirme qu'il a 22 ans et qu'il est bien majeur, donc il va falloir le confirmer. Par quels moyens? Ça va dépendre de ce qu'ils vont mettre en place. Le problème c'est que si c'est quelque chose, soit par la pièce d'identité comme on l'a vu ici, soit par un truc genre ça va être votre France Connect, le truc que vous utilisez pour aller sur les impôts, vous allez aussi utiliser pour aller sur un site porno, ce serait catastrophique, parce qu'en fait ça va s'étendre après à tout et c'est la fin finalement de l'anonymat sur internet. On aura une base de données, on verra bon bah monsieur Dupont, bon il paye ses impôts, c'est cool, il va aussi se faire plaisir tous les week-ends à telle heure sur tel site, de temps en temps il achète de l'alcool en ligne, etc. Donc en fait on va tout savoir sur tout, il n'y a plus de liberté individuelle, donc méfiez-vous en fait de ces mesures qui peuvent paraître bénéfiques, qui pourront l'être, mais qui sont parfois des chevals de Troie, parce qu'en fait on va retrouver cette idée de on met en place un dispositif qui paraît bénéfique, qui est pour le bien de tout le monde, mais au final se montre catastrophique et va finalement servir de contrôle de tout le monde, de vous limiter l'accès à telle ou telle chose et de vérifier ce que vous faites, d'accord? Comme un peu avec l'écologie, hein, on dit vous inquiétez pas, c'est pour l'écologie, c'est pour la planète, souvent c'est pour un peu limiter ou vérifier ce qu'on fait, d'accord? Donc on va voir et suivre ça de près, mais ça peut être un peu inquiétant et voir comment ça va être mis en place, d'accord? Donc méfions-nous de tout ça, mais en tout cas protégeons nos enfants, protégeons nos plus jeunes, mais c'est peut-être pas à l'état de le faire. Voilà, on va finir là-dessus. Enfin, dernière chose, on va se terminer sur une petite vidéo en détente, un truc qui m'a fait rire dans la semaine. Je ferai ça un peu chaque semaine, je pense, si j'ai une vidéo qui m'interpelle, qui me fait rire, etc. Je la mettrai, ça sera toujours sympa, comme ça on finit tranquillement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a intéressé, j'espère que j'ai soulevé quelques points, en tout cas. C'est la première vidéo, là encore, c'est pas évident pour moi, c'est le début. J'ai du mal à construire mes idées, etc. en direct, parce que c'est nouveau pour moi de parler devant la caméra. J'espère que ça vous a plu, j'espère que les news étaient pertinentes et que vous trouvez que ça avait quand même un intérêt d'en parler. Si vous avez des suggestions de choses à améliorer pour les prochaines fois, surtout n'hésitez pas, je suis là pour ça, c'est la première vidéo, je suis là pour m'améliorer et de toute façon je vais faire que m'améliorer au fur et à mesure. Et surtout on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas si vous a plu de mettre un petit like, de vous abonner, je lance tout juste la chaîne donc ça va vraiment me soutenir si vous voulez partager, même c'est super important. N'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, plutôt Twitter où je suis actif, peut-être Instagram par la suite. Et après on va essayer de mettre en avant différentes choses, mais là je lance tout juste donc je suis plus actif sur Twitter. Ok, allez, je vous souhaite une bonne continuation et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.